je vais vous proposer que nous commencions cette séance. Merci d'être là pour la dernière séquence de ce colloque face au storytelling du dominant. Et pour la dernière séance de cet après-midi, nous allons écouter deux interventions, celle de Cécile Chapon d'abord et celle de Vanessa Massoni d'Arocha après. Cécile Chapon est ancienne élève diplômée de l'École normale supérieure de Paris avec des lettres modernes. Et alors, je ne sais pas si la thèse est finie ou si elle la prépare toujours, parce que j'ai plus un doute. Voilà. Donc elle prépare une thèse intitulée Réécriture des classiques et oralité dans l'espace caribéen à Léo Carpentier, Édouard Glissant, Derek Walcott, sous la direction de Véronique Gély dans cette université à Paris-Sorbonne. Elle a co-organisé en 2013 un colloque international du Centre de recherche de littérature contemporaine intitulé Les classiques aux Amériques, réécriture des classiques grecs et latins sur le continent américain et dans les Caraïbes. Elle est membre de l'association France-Caraïbes qui organise des échanges théâtraux avec l'Amérique latine. Elle a publié un article dans la revue Comparatisme Sorbonne en 2013 et qui est intitulé Caliban Cannibale, relecture au pluriel, réécriture caribéenne de la tempête de Shakespeare. Alors je lui donne la parole, elle nous propose une communication intitulée Si ça n'a pas changé, inventer un peuple qui manque, la contre-narration généalogique comme construction d'une autre mondialisation dans Sartorius d'Édouard Glissant. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et merci beaucoup aux organisatrices et à l'organisateur. Intersectionnalité, tout ça. Voilà. Pour m'avoir permis d'être présente ici. Alors, le titre de ma communication n'a pas changé et je vais partir de deux images que vous voyez là, deux sortes d'idéogrammes avec le petit jeu de mots et de contre-logos qui disent déjà quelque chose de tout ce que la pensée de Glissant oppose aux logos et aux supports imagés ou storytellés, pour reprendre l'adjectif, de la modernité mondialisée qui prône la diversité tout en la massacrant. La première image est le symbole, l'icône de l'Institut du Tout-Monde, qui est aussi une sculpture de Victor Anisset qui orne la tombe de Glissant, donc c'est aussi un lieu concret du monde, ce n'est pas qu'un logo. L'image aussi entre le carbet et la pagode, entre le livre ouvert, le totem et l'idéogramme ségalénien. La deuxième image est un extrait du roman Sartorius dont il va être question aujourd'hui, et c'est un signe kabbalistique que grave le peuple des Batuto, dont il va être question, dans leur lieu d'origine, sur une pierre de rivière ou sur une rose des sables, avant de partir à la rencontre du monde. Le signe s'appelle le Kwame, en l'occurrence le Kwame Doko, qui est le premier personnage à partir, et ce n'est ni un logo ni une vérité révélée, il n'est pas objet d'exégèse, et on peut en même temps l'interpréter de mille façons différentes et anachroniques, ce que fait le conteur à l'intérieur du roman, selon les paramètres de plusieurs cultures et de plusieurs époques possibles. On peut l'interpréter, mais on ne peut pas résoudre le fait que c'est un signe immédiatement compréhensible et pourtant parfaitement insondable, qui est reconnu par la communauté, mais qui ne devient pas non plus un signe de reconnaissance, donc d'exclusion d'une certaine communauté. Alors la réception d'Édouard Glissant est un petit peu à l'image de ce Kwame Doko, à la fois évidente et problématique. C'est une figure qui est quasiment messianique, le prophète de la relation, de la créolisation, etc., qui est officiellement salué aussi, puisque ses archives viennent d'être déclarées trésor national, dont l'œuvre est diffusée patiemment et brillamment par l'Institut du Tout-Monde, qu'il a créé. Et en même temps, c'est un penseur qui reste difficile d'accès et peu étudié en dehors des études francophones, et qui est parfois réduit à une sorte d'apôtre rassurant de la diversité, dont l'optimisme fondamental dans ses derniers travaux fait oublier la force du postulat initial, c'est-à-dire renouveler par l'imaginaire notre appréhension du monde, élargir nos imaginaires pour arriver à concevoir le caractère imprévisible et total de la mondialité. C'est-à-dire encore abandonner nos formes de pensée, nos méthodes de savoir traditionnelles et nos catégories, et abandonner aussi les hiérarchies bien arrimées à l'idée d'unicité et d'universel.
Je partirai donc du postulat qu'il fait véritablement dans le roman de Sartorius, par son travail littéraire, une œuvre qui est d'ordre décolonial et qu'il s'agit d'une pratique effective du décentrement et de l'élargissement des imaginaires, et non pas seulement une abstraction riante qui tendrait à un miroir positif de la mondialisation. Donc je vais examiner ici comment se construit concrètement ce que Édouard Glissant appelle une digenèse, dont vous avez une des définitions multiples ici, puisque la définition revient et retravaillée dans plusieurs de ses ouvrages. Et la digenèse, c'est d'abord un récit d'origine, mais d'origine historique, qui est déjà marqué du sceau de la diversité, de la rencontre entre les peuples, et qui n'est pas du coup lié à un territoire sacré et à une vérité révélée ou mythologique qui légitimerait la lignée et la présence d'un peuple sur un territoire. L'espace, en l'occurrence, lié à la digenèse est plutôt celui du bateau négrier, donc déjà du déport, du transport, comme il le dit dans cette citation. Donc, comment est-ce qu'on peut articuler ce travail de la digenèse avec les postulats et les travaux décoloniaux, en particulier ceux du groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité, qui appelle, depuis l'Amérique latine et depuis la Caraïbe, à un décentrement et à une décolonisation des pratiques épistémologiques et sociales. Est-ce qu'il peut y avoir un décentrement par le récit, un décentrement par la narration fictionnelle, par le travail esthétique sur le mélange des genres, et en quoi, chez Glissant, le travail sur l'imaginaire en particulier permet-il un accès paradoxalement plus accru, plus aigu à la réalité de ce qu'il appelle la mondialité plutôt que la mondialisation. Alors, le décentrement s'opère dans Sartorius dans un triple geste dont je vais ébaucher l'étude, un geste généalogique, un geste anthologique et un geste utopique sur lequel je terminerai. Donc, dans son avant-dernier roman, Sartorius, qui a été publié en 1999, Édouard Glissant retravaille d'une autre façon l'éclatement fictionnel qui est déjà amorcé de façon très spectaculaire dans son roman précédent, pour lequel il est beaucoup plus connu, Tout le monde, publié en 1993. Mais il resserre ici la polyphonie qui caractérisait Tout le monde autour de la voix d'un conteur qui est incité au début du roman à chanter un peuple mystérieux, invisible, un peuple non élu, donc le peuple des Batuto. Et il est incité, donc au début, c'est la première citation que vous avez, par un nous énigmatique qui ouvre le roman, avec une triple invocation, une triple épiclèse qui reprend la formulation épique, où cette fois-ci ce n'est pas le poète qui invoque l'inspiration de la muse, mais une communauté non délimitée, ce nous initial, qui invite et qui exhorte le conteur à chanter, et donc qui annonce en même temps un jeu sur l'épopée qui se prolonge dans tout le roman. Les injonctions au conteur, telles que celles qui sont ici, donc comptez pour nous, dites le commencement, etc., reviennent régulièrement dans le roman. Et le roman se construit par la suite comme un catalogue de personnages errants. En même temps, le conteur souligne à plusieurs reprises dans le roman la difficulté qu'il y a pour lui à raconter l'histoire d'un peuple invisible et oppose par conséquent son travail à celui de l'épopée traditionnelle. Je cite donc en l'opposant en particulier dans l'exemple que je donne ici à l'épopée de Thomas Ruffolo sur le personnage de Chaka. La poésie épique se prête à l'art sommaire du grand spectacle parce qu'elle cache ses profondeurs sous l'éclat de la narration, etc., etc. L'histoire des Batuto, au moment qu'elle se fait, cache déjà ses récits et le conte que vous pourriez en produire n'en soulèverait aucune des profondeurs. C'est là le gros tourment du chanteur. Donc Sartorius repose sur un récit qui en même temps résiste au récit, qui ne charroie ou essaye de ne charroyer aucune mythologie, donc qui ne fixe pas en même temps les conditions de possibilité de son interprétation et le lieu culturel à partir duquel se place le conteur. Quand bien même, le cœur originel de l'histoire de Sartorius et des Batuto est placé en Afrique subsaharienne. L'œuvre, dans son sous-titre, le roman des Batuto, est délibérément qualifiée de roman, mais en même temps la qualification générique est d'emblée déstabilisée par le complément du nom, des Batuto,
qui rapproche d'emblée le roman de l'épopée en le liant à une communauté et peut laisser croire, si l'on s'en tient à ce sous-titre, qu'il va s'agir simplement du grand récit d'un énième peuple, de l'énième grand récit d'un nouveau peuple, invisible qui surgirait sur la scène mondiale. Or, la narration ici s'oppose au grand récit éclatant et prend la forme d'une contre-épopée généalogique où l'on suit pêle-mêle les errances de multiples personnages qui vont des premiers Batuto africains, le personnage d'Oko et d'Odono en particulier, qui sont confrontés à la traite, à la fois intra-africaine orientale puis atlantique. L'errance d'une enfant roumaine, Anka, qui est d'abord séduite par l'idée de culture et de civilisation universelle et qui se retrouve par conséquent à Paris, dans le Paris d'après-guerre, et qui meurt subitement en Martinique ensuite. L'errance du personnage réel historique de Wilhelm Guillaume Amo, qui devient le premier philosophe noir des Lumières en Allemagne, à la faveur d'une expérimentation pédagogique universaliste de son protecteur pour prouver l'égalité des races. Et dernier exemple, mais ce ne sont que quelques exemples parmi la multitude de personnages qui sont décrits, l'errance d'un certain Wilhelm Sartorius, qui donne son titre au roman, et qui est descendant d'un tailleur allemand qui s'appelait Jacob Schneider, qui avait traduit son nom en latin pour devenir Sartor, et avoir par conséquent un lustre social et culturel plus présent dans cette latinisation de son nom, les deux mots signifiant tailleur, qui est son office. Et le fameux Wilhelm Sartorius, après une évolution de son nom de Schneider à Sartor à Sartorius, finit par émigrer aux États-Unis au XIXe siècle et termine par cette migration sa métamorphose patronymique en devenant William Sartoris et non plus Wilhelm Sartorius, quand il passe au bureau d'immigration de Long Island, où le fonctionnaire évidemment ne comprend pas exactement la prononciation de son nom, mais il ne se confond pas pour autant avec le Sartoris sudiste de Faulkner, bien que la référence soit évidente dans le roman. Donc tous ces petits détours sur les noms propres pour dire que le roman, donc à commencer par son titre, se construit comme une longue réflexion sur les noms propres et sur leur communication secrète, puisque le U qui est ôté à Sartorius par le fonctionnaire de l'immigration américaine, qui devient Sartoris donc, devient le U rajouté fantasmatiquement par l'écrivain William Faulkner à son nom. Donc tous ces méandres généalogiques des noms qui évoluent permettent au romancier de mimer l'épopée démultipliée de tous les errants du monde, anciens et contemporains, dont l'identité, à l'image de leur nom, n'est pas fixée. C'est donc comme souvent à partir d'une rêverie sur le nom et sur la plasticité des noms propres, et même sur la symbolique des signes du langage, à commencer par le O final du mot Batuto, que le conteur travaille, dérive, envisage la diversité du monde et refuse par cette multiplicité d'histoires la fixité de la filiation, puisque toutes les généalogies qu'il décrit ici insistent sur la fluctuation hasardeuse et imprévisible des noms propres. Dans ses autres romans et essais, ce sont très souvent des toponymes alliés au patronyme ou au matronyme et qui structurent l'imaginaire du monde et la construction du récit. Les titres de chapitres sont souvent des noms de lieux ou d'espaces. Ici, les titres sont presque systématiquement des noms de personnages qui structurent les sections, à quelques exceptions près, et c'est pourquoi je parle ici de paradigme généalogique dans la construction de la narration, mais d'une généalogie qui est mouvante, transversale, qui établit des liens horizontaux et des rencontres fortuites entre des personnages de divers horizons, et qui ne relève donc pas de la filiation stricte de l'épopée, un tel, fils de un tel, fils de un tel, etc. L'auteur appelle d'ailleurs cette filiation signalétique et non généalogique. Je cite « Bonheur d'échapper à la chaîne de filiation pour relater enfin dans les 5 directions en même temps ». Donc il fait mine de partir du berceau africain avec les personnages d'Oko et d'Odono pour finalement envisager toutes sortes d'errances qui dédoublent,
qui complexifie, qui dédramatise d'une certaine façon les trajets de la traite négrière, même si c'est quand même ce trajet-là, cette déportation-là, qui est remis au centre du récit de la modernité. Ensuite, ce travail sur la généalogie et le refus de la filiation ou de la racine fixe va de pair dans le roman avec une vaste réflexion sur l'art pictural, donc sur la représentation des batutos qui sont réputés invisibles. Et c'est cette réflexion qui ouvre le roman. Je cite donc « Nous interrogeons cet art occidental qui fut curieux des ailleurs et qui fréquenta les batutos, etc., etc. Les hommes les ont tant figurés dans leurs œuvres, ou plutôt, nous croyons aujourd'hui les deviner. Les batutos sont presque irreprésentables, puisqu'invisibles, et le conteur lui-même convenait au début du récit qu'il était très difficile de les chanter. En même temps, il insiste sur le fait qu'ils sont passés inaperçus dans l'art européen, à part quelques sursauts et soubresauts qu'il analyse à partir du personnage du graveur allemand Albert Dürer en particulier. Un peu plus loin dans le roman, Glissant déplore, le narrateur déplore et souligne une aporie de l'art européen qui a eu tendance, à partir d'un certain moment, et ce certain moment coïncide en fait avec l'imposition d'un idéal d'universel, à résumer l'autre à une sorte de une suite d'objets de pacotille, donc à ne plus percevoir l'invisible des batutos. Je cite la fin de cette citation, donc l'invisible avait versé là dans le grotesque, aussi terrifiant que la persécution. Donc il souligne ici une aporie de l'art européen à représenter l'autre sans le réduire à une pacotille exotique, et il montre ainsi les limites de ce que les Lumières, et la période des Lumières en particulier, ont construit comme universel. Parce qu'il place ce passage, cette citation, la dégradation de la représentation, à partir du XVIIIe siècle, et dans une section qui est consacrée au fameux personnage de Wilhelm Guillermo Amo, qui est donc le Ghanéen élevé en Allemagne par un homme des Lumières et qui est devenu un philosophe. C'est dans son histoire qu'apparaît cette citation. L'universel, donc, tel qu'il a été construit comme une abstraction par les Lumières, est impropre à représenter le monde. Il sert à l'assujettir et à l'invisibiliser, voire à faire passer une aporie de la représentation pour une insuffisance naturelle des peuples extra-européens. Donc les batutos sont à la fois invisibles parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont renoncé à tout éclat pour mieux appréhender le monde, mais dans le cas de l'art européen, ils sont invus, invisibilisés et témoignent donc des failles de l'universalisme, selon lequel à la fois tout peut être représenté, mesuré, rationalisé, alors qu'en réalité, l'autre et la nécessité de l'autre sont absolument gommés, niés, ou soumis et assimilés au paradigme local universalisé, comme c'est le cas du personnage du philosophe Amo, ghanéen d'origine, qui se laisse prendre au piège de l'universel et qui écrit des traités philosophiques en latin, puisque c'est pour lui la langue de la permanence, de l'éternité. Cela étant, le roman n'en reste pas ici à une déploration de cette relative absence de l'autre dans les développements de l'art européen, puisque dans le cours des histoires, il cite et analyse un grand nombre d'œuvres d'art. Donc, outre ce travail de généalogie transversale, le roman repose aussi sur un travail d'anthologie qui répertorie et analyse un certain nombre d'œuvres d'art. Glissant résume cet acte anthologique par une jolie formule à l'intérieur du roman. Le privilège du conteur est de nommer ce qu'il aime, et par conséquent, il nomme en l'occurrence ici Wilfredo Lam et Roberto Matta. Il insiste en même temps sur l'aspect collectif de la documentation qu'il a réunie pour sonder ces multiples histoires de la mondialisation, de la mondialité, qui lui ont permis d'imaginer ces itinéraires. Et c'est la citation suivante que je n'aurai pas le temps de lire, mais où le scripteur se met lui-même en scène et met en scène son processus de documentation par l'intermédiaire de tous ses amis qui lui apportent des images en particulier ou des récits pour qu'il trame lui-même
le récit multiple de Sartorius. Alors, cette tendance-là d'anthologie et d'intermédialité est déjà présente dans d'autres de ses romans, dans Tout le monde surtout, et surtout dans ses essais, mais elle prend ici un tour un petit peu différent et laisse beaucoup plus de place aux œuvres picturales puisque le roman interroge la représentation et le problème de la représentation d'un invisible. Donc on passe dans les évocations picturales de l'atelier de Delacroix à une exposition sur les arts sacrés du vaudou haïtien en 1999 à New York, au tableau des Mulatos Esmeralda d'un peintre indigène espagnol en 1600, à Victor Anicet, Wilfredo Lam, Roberto Matta, etc. etc. Toute une série de peintures et d'artistes sont analysées. Et à partir de là, les batutos prennent forme petit à petit et sont donc devinés dans la diversité des expressions figuratives. Alors on pourrait croire à partir de là que l'invention d'un peuple qui manque, l'injonction deleuzienne qui est à l'origine du roman, ne mène qu'à une épopée des invisibles et des subalternes, de ceux qui n'ont pas eu de voix, donc à une révélation inversée du négatif du monde, de ceux qui n'apparaissent pas sur la photographie ou la gravure officielle du grand récit du progrès, donc une relecture en mode mineur de la modernité. En réalité, il ne s'agit pas tant de rétablir un silence passé ou de rétribuer les souffrances oubliées que de construire un peuple utopique, une manière utopique, non seulement de concevoir, mais d'incarner surtout la diversité du monde. L'histoire d'Oko puis celle d'Odono reviennent sur les diverses traites de l'Antiquité pré-musulmane à la traite atlantique, mais il ne s'agit pas là d'une épopée rétroactive, mais plutôt prophétique. C'est pourquoi il construit ses premiers voyageurs batutos non pas comme des victimes originelles ou des boucs émissaires, victimes expiatoires du processus de mondialisation, mais comme des ferments actifs ayant eu la prescience de la relation mondiale et s'étant donc volontairement jetés dans les souffrances de la traite pour appréhender ces courants mystérieux qui relient les espaces. Odono, par exemple, se fait volontairement attraper par les chasseurs de têtes pour les éloigner de son village, et il entre à partir de là dans les délires du monde. Il se confronte, premier des batutos, au passage du milieu. Ensuite, il voyage des Antilles où il a assisté à la formation de la langue créole jusqu'aux colonies anglaises d'Amérique où cette fois-ci il apprend à parler le Black English, donc il circule aussi entre les langues qui sont elles-mêmes composites. Et de là, il s'enfuit pour rejoindre les peuples indiens des Grandes Plaines qui, eux, savent le reconnaître, donc savent voir l'invisible, contrairement aux colonisateurs. Et le dernier personnage de voyageur qui expérimente une autre forme de migration, c'est le personnage d'Arakello qui, lui, vient d'Afrique aussi, est un descendant d'esclaves, mais d'esclaves de la traite orientale, et émigre vers les États-Unis dans le même bateau que Wilhelm Sartorius, qui devient Sartoris ensuite, et boucle ainsi le cycle de migration. Donc l'utopie ici, c'est tout sauf un non-lieu. Elle est ancrée directement dans le territoire et elle est ce qui permet de se lier au monde, non pas d'en sortir, de s'en échapper ou de lui tendre un miroir extérieur et inversé depuis la Lune ou depuis les antipodes. Le miroir est construit et tissé de l'intérieur ici par les errances effectivement racontées des personnages, errances qui sont toujours liées par ailleurs à des périodes historiques reconnaissables et toutes marquées par une souffrance qui n'est ni occultée ni dramatisée. Ces périodes historiques vont des premiers esclavages antiques jusqu'au génocide rwandais, en passant par les massacres et les camps de concentration réservés aux héros par les colons allemands en Namibie. Donc la souffrance de ce processus de mondialisation n'est en aucune manière occultée. L'une des images de ce miroir intérieur dans le roman est la mare d'Odono, le point d'eau auprès duquel a grandi le personnage central d'Odono, celui qui a expérimenté la traite atlantique pour la première fois, qui reflète par son humeur, ses changements de couleur, l'état du monde et ses changements. Donc les soubresauts de ce que Glissant appelle la relation sont inscrits dans le paysage lui-même, qui fait écho au déroulement imprévisible de la rencontre entre les peuples. L'auteur, en même temps, prend soin de toujours citer ses sources, donc met en avant l'intrication étroite de
l'imagination du conteur, bien sûr, qui réimagine les histoires du passé, mais aussi le réel et le rêvé historique. Le récit est donc en prise directe avec l'histoire et avec le monde, et le conteur met en avant, d'où l'insistance sur l'intermédialité, les supports divers, picturaux, historiques, académiques, onomastiques, intertextuels, qui sont autant de points de contact pour lui, points de contact intimes et révélateurs avec le monde, qui nourrissent sa fiction, retraçant les errances imaginaires des Batuto. Donc le décentrement ou l'éclatement générique ici sert vraiment à brouiller les frontières entre ce qui relève de la fiction, un peuple inventé, et c'est bien là le projet du roman, et ce qui relève de l'herméneutique, un peuple décelé dans les représentations antérieures. Et ce brouillage donne indéniablement une consistance active et agissante au Batuto, puisqu'il semble pouvoir surgir en chacun de nous par une simple conversion du regard. Il faut apprendre à les voir et apprendre à concevoir le monde à leur manière. Sartorius apparaît ainsi comme un réel exercice de décentrement du récit de la modernité mondialisée, décentrement critique auquel appellent les théoriciens du groupe modernité-colonialité. Cependant, Glissant ici ne place pas son point focal dans la conquête des Amériques par les Européens, comme le fait le groupe modernité-colonialité. Il ne se situe pas, paradoxalement, depuis la Caraïbe, mais depuis l'Afrique. Et le point nodal reste non pas tant la conquête que la traite qui a défiguré et figuré l'Atlantique en même temps. Donc le voyage initial d'Odono qui est décliné dans le roman. Ce sont les personnages africains Batuto d'origine qui ont eu les premiers la préscience de la relation et qui ont expérimenté la mondialité sans la théoriser ni en faire un système d'exploitation. Viennent ensuite tous les Batuto dits d'inspiration qui fleurissent de par le monde et qui se batoutisent par leur œuvre et par leur rapport au monde. Donc ce sont là tous les artistes, penseurs, écrivains qui font partie de la sentimenthèque entre guillemets de Glissant et qui sont nommés dans le texte. Alors ce choix de l'Afrique comme centre du récit du processus de mondialisation n'équivaut pas pourtant à un voyage de retour à la terre nourricière, à un berceau des peuples, ou à un simple renversement de la domination du paradigme occidental, c'est-à-dire qu'on va rendre visible ce qui ne l'était pas. L'Afrique est ici le cœur d'un mouvement de disponibilité au monde, et le fait que le peuple des Batuto engendre de multiples traducteurs, selon le récit du conteur, vient renforcer cette sorte de préscience de la diversité qui se fait sentir derrière tous les récits de souffrance des traversées. Par ailleurs, dans les quelques tentatives du conteur pour expliquer l'origine du mot Batuto, on passe du plus évident, le rapport sonore avec Bantu, avec Batutsi, au terme de basque, au voyageur Ibn Battuta, au mot arabe batin qui signifie caché. Donc le signifiant Batuto reste à la fois lié à l'Afrique et potentiellement dérivé ou dérivant vers toutes les directions. Il ne s'agit donc en rien de fixer une Afrique éternelle à laquelle on rendrait un tribut. Il ne s'agit pas seulement non plus de pointer du doigt l'invisibilité des communautés noires dans les représentations collectives du système monde, même si la réflexion sur l'invisibilité est quand même bien présente. Mais il s'agit d'élargir notre imaginaire du monde et de proposer une alternative en partant d'un territoire qui apparaît toujours en creux, extérieur à l'histoire. Cette idée de point extérieur, je ne vais pas m'y arrêter, mais est construite par un des théoriciens de la modernité-colonialité comme une alternative possible, c'est-à-dire qu'on place le savoir et le savoir-faire à partir des espaces marginaux sur lesquels il ne s'agirait plus de plaquer une doctrine par le haut, par exemple d'importer le marxisme ou toute autre structure dans des pays africains, mais à partir duquel on peut renouveler nos pratiques et nos savoirs sociaux. Donc se placer dans l'espace marginal et accepter ses visions du monde et ses manières de pratiquer pour construire à partir de là de nouvelles théories. Les Batuto pourraient au fond constituer un de ces points extérieurs possibles pour proposer une alternative au récit de la modernité occidentalocentrée, puisqu'ils ont tous été des ferments invisibles de la mondialité, ceux qui ont échappé au récit de la mondialisation,
et il permettrait du coup de construire un autre récit de la mondialisation. En même temps, ils évitent, par leur invisibilité même et leur potentielle présence partout où nos espérances n'ont pas rencontré nos actions, dit le romancier, les limites d'une nation, d'une nouvelle nation. Donc les limites d'une assignation plaquée de l'extérieur ou même performée contre une identité normative. Ils sont à la fois systématiquement situés, et la démultiplication des noms de lieux, des noms de personnes est là pour les ancrer dans un contexte, et utopiques, invisibles, et donc mettent en pratique directement dans leur récit, par leur itinéraire, la diversité. Je terminerai sur une phrase de Christian Salmon qui est tirée du Tombeau de la fiction, qui est l'un des livres de critiques qui sont cités dans Sartorius, et qui est: la fiction menace le monde et le monde s'efforce de la conjurer. Je ne suis pas sûre que Sartorius, par sa complexité, son éclatement et ses tâtonnements, constitue une menace directe. Mais si on s'y plonge suffisamment, le texte peut incarner une autre version possible du monde qui ne repose pas sur un système économique ou politique, ni sur une vérité révélée, ni sur un slogan humanitaire, qui ne repose pas non plus sur l'identité métisse, bien commode, qui est devenue l'un des masques non problématiques de la mondialisation, mais qui repose sur l'accumulation, y compris dans le style de Glissant, l'accumulation d'expériences, de transhumance, d'errance et de souffrances qui sont la véritable incarnation et en fait la seule réalité du monde, le sel de la terre. Pourquoi sinon rendre visibles ceux qui ont eux-mêmes veillé à leur invisibilité, les Batutu? Si ce n'est pas pour faire advenir ce vers quoi ils se sont tous acheminés, c'est-à-dire, je cite, le lieu du temps où les humanités se rencontrent et acceptent la rencontre, sans se cabrer. Le terme employé par les Batutu pour désigner cet accomplissement de la relation, qui est le terme de Héléné, n'est pas l'équivalent ici d'une téléologie, d'une fin de l'histoire, d'une résolution dialectique des contradictions d'une société sans classe, par exemple. Ce n'est pas non plus l'équivalent d'un lieu absolu, puisqu'elle est comparée à l'Aleph de Borges, mais c'est seulement un nom qui est mis sur la reconnaissance de la diversité qui suppose un rapport au monde radicalement renouvelé, horizontalisé, et forcément lié à un élargissement de l'imaginaire plutôt qu'à un absolu de la raison. Dans les mémoires des esclavages et de leurs abolitions, Glissant distingue l'habitant possible, virtuel du monde, de l'habitant réel. L'habitant possible est le consommateur passif du système capitaliste, c'est-à-dire le produit type des sociétés contemporaines et des récits contemporains. Mais il n'est dans cette perspective-là que virtuel. Par ce choix terminologique, Glissant inverse donc le paradigme du réalisme, qui est très largement asséné par les discours néolibéraux il faut être réaliste, il faut avoir conscience du monde, il faut donc accepter le récit de la modernité tel qu'il est servi. Donc il renverse ce paradigme, il renverse ce qu'est être réellement en prise avec le monde. C'est-à-dire le consommateur ou celui qui accepte les récits de la mondialisation n'habite pas vraiment le monde. Il n'est pas vraiment réaliste, il n'a pas de contact avec le réel. Et il l'habite beaucoup moins, paradoxalement, que les errants, réels ou imaginaires, qui se mesurent à l'étendue du monde et qui sont soit invisibilisés, soit irresponsabilisés par les récits dominants. Ainsi, les Batutu invisibles sont en réalité les seuls habitants réels et rêvés du monde, et il ne tient qu'à nous de les faire apparaître. Je vous remercie. Je remercie Cécile Chapon pour cette lecture solide et complète de l'œuvre de Glissant Sartorius. Et je ne vais pas essayer de résumer ici tout ce que vous avez dit et qui est très intéressant, sur lequel on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Je vais passer la parole tout de suite à Vanessa Massoni de Rocha,
qui vient de l'Université fédérale de Fluminense, Rio de Janeiro, et qui m'a dit de ne rien dire d'autre que ça. Donc je m'en tiens à ce qu'elle m'a demandé. Et qui va nous présenter sa communication qui est intitulée Simone Schwarzbart et la révision du fait colonial aux Antilles françaises. Je vous passe la parole aussi. D'accord, on change. Oui, vous changez. Pardon. D'accord. Alors bonjour, j'aimerais remercier les organisateurs et surtout Daniel, avec lesquels j'ai échangé beaucoup de messages avant mon arrivée, n'est-ce pas? Et il y a Romuald qui m'a posé la question comment vous présenter. Moi, j'ai une thèse sur le protocole, c'est intéressant, donc à partir de ça, je n'aime pas beaucoup de phrases, mais bon, je viens de passer un concours à l'université, je reviens à mon université où j'ai étudié. J'ai fait mes recherches, ma licence, ma maîtrise et mon doctorat à l'Université fédérale de Fluminense sous la direction de Bernadette, qui est ici, Bernadette Porto. Et en mai 2015, j'ai passé un concours. En octobre, j'ai commencé à l'université. Ça veut dire que je suis revenue à la maison et je suis devenue collègue de travail de ma directrice. Et en 2017, mon premier livre, il va sortir. C'est ma thèse de doctorat qui s'appelle « Pour un protocole de lecture de l'épistolaire » qui, en fait, a gagné un concours et qui paraîtra dans l'édition universitaire en 2017. Voilà, c'est fait. Bon. J'étudie, ma recherche, elle porte sur la mémoire postcoloniale dans deux auteurs des Antilles. La première, Simone Schwarzbart, et le deuxième, Raphaël Confiant, sur lequel je n'ai pas très commencé. Donc, j'ai commencé par Simone. Et ce que je vous présente, c'est une lecture d'un livre qui s'appelle « Pluie, vent sur tel humain miracle ». Alors, je commence. J'ai ici la couverture du livre et j'ai mon livre dédicacé, donc j'aime bien le montrer parce qu'on est fiers, n'est-ce pas? Alors, c'est intéressant parce que ça donne déjà des pistes de lecture. Je me permets de lire ce que Simone m'a écrit. Bon, elle a dit pour Vanessa, pluie vent sur tel miracle, mon héroïne, qui représente mon pays, et les femmes qui sont en oubli d'elles-mêmes et qui luttent pour avoir un peu de soleil, elles aussi, effectivement, Simone. Bon. Donc, je vais parler un peu de cette quête du soleil. Donc, c'est pour ça que j'aime bien illustrer. Quand on commence une recherche, je suis jeune. Il y a eu des personnes qui m'ont demandé si j'étais au doctorat. Je suis, voilà, c'est bien. Quand on commence, n'est-ce pas? Et voilà. Là, j'ai mon épigraphe. Je vais la commenter un peu plus tard, mais bon, elle est là. C'est glissant, qui dit « Un peuple qui ne peut pas réfléchir sa fonction au monde est en effet un peuple opprimé. » Et là, je commence ma lecture. Cette étude se consacre à analyser les horizons de la postcolonisation dans le chef-d'œuvre antillais « Pluie et vent sur tel humain miracle » de Simone Schwarzbart. Publié en 1972, le récit s'organise autour de mémoires de la négresse tel humain miracle, paysanne dont l'histoire familiale s'imbrique à l'entreprise coloniale française et à tous ses prolongements en Guadeloupe. Il s'agit d'un récit où il est question le fait colonial et ses héritages dans la complexe formation identitaire du peuple antillais, peuple marqué par une identité mosaïque qui relève du contact des cultures diversifiées. Télumé, la narratrice, retrace les parcours de 4 générations de la famille Lougandor,
à partir de ses propres aventures et mésaventures et de celles vécues par sa mère Victoire, par sa grand-mère Toussine et par son aïeul Minerve, des héroïnes dominées mais qui refusent leurs conditions. Les intempéries et les découvertes de ces femmes miroitent les rapports entre les Guadeloupéens et leur formation culturelle, processus identitaire faisant appel à des multiples réappropriations, ressignifications et ouvertures propres de la postcolonisation. La démarche romanesque de Simone Schwarz-Barth s'élève contre le storytelling du dominant, puisqu'elle s'engage à valoriser l'histoire des lieux et à redonner une vie identitaire antillaise aux espaces auparavant français. Il s'agit de proposer une nouvelle version pour le fait colonial, tout en soulignant l'esprit du métissage caribéen à travers la littérature. Dans ce contexte, l'écriture littéraire s'avère une démarche artistique de prise de parole, de revendication sociale et culturelle et d'élaboration du rôle de l'opprimé dans les domaines postcoloniaux. Toutes les richesses et les possibilités de l'art littéraire mettent à la lumière la version des colonisés et leur rendent les droits usurpés d'être protagonistes de leurs histoires. Nancy Houston préconise que les fictions volontaires, histoire en minuscule, d'un peuple donnent mieux que leurs fictions involontaires, histoire majuscule, accès à la réalité de ces peuples. À ce sujet, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant prêche l'importance de la littérature comme espace privilégié d'observation et de prise de conscience de la mémoire d'un peuple. Dans les passages qui illustrent l'exergue de cette analyse, je reviens, Glissant revendique l'appropriation réflexive de phénomènes culturels comme procédé indispensable à l'autoconnaissance qui aboutira à la conquête de la liberté. Dans un dialogue entre Toussine Lougandor et sa petite fille Tellumé, Schwarz-Barth nous apprend que derrière une peine, il y a une autre peine. La misère est une vague sans fin. Mais le cheval ne doit pas te conduire. C'est toi qui dois conduire le cheval. En d'autres mots, un peuple qui ne conduit pas son cheval voit son histoire et son protagonisme passer à d'autres mains, à d'autres projets. Il s'agira d'un peuple assujetti et asservi, personnage secondaire dans le dynamisme d'une vie guidée par le règne d'autrui. Albert Memmi nous rappelle que les colonisés se situent dans les domaines du manque, de l'absence, du dépouillement dans différentes atmosphères. Ils se voient mis à nu par un système qui les caractérise comme déficients et même déshumains. Memmi dénonce que les colonisés consistent d'abord en une série de négations. Les colonisés ne passent ici, ne passent là, jamais il n'est considéré positivement. Ou s'il l'est, la qualité concédée relève d'un manque psychologique ou éthique. Dans ce sens, la littérature antillaise en général, le roman Pluie vent sur Tellumé Miracle en particulier, s'appliquerait à remplir un vide identitaire et littéraire, ayant longtemps accompagné des opprimés réduits au silence pendant les siècles de l'occupation française durant la colonisation de 1635 à 1946. Malu Meert, critique de l'œuvre de Schwarz-Barth, signale que l'auteur participe activement à la montée de l'éveil national et ajoute qu'elle met en marche une littérature engagée qui chante plutôt les espérances, la lutte, la débrouillardise et toutes les potentialités de la résistance quotidienne. Mariela Aïta fait écho avec Malu Meert quand elle considère que les romans a contribué à renouveler les thèmes antillais de la recherche des racines autochtones qui donnent origine à l'identité. Selon Aïta, en effet, le valeur du drame de la fondation d'une lignée qui commence avec l'abolition de l'esclavage
vont tisser de nouveaux liens sociaux et spirituels qui mènent vers une société libre. Il est indéniable que la violence est un leitmotiv du discours littéraire caribien, puisque les sociétés aux Caraïbes, fondées dans la colonisation, la traite et l'esclavage, ne peuvent que dévoiler cette violence fondatrice dans leur production littéraire. Édouard Glissant, à son tour, énumère le défi de littérature nationale caribéenne. Il leur faut tout assumer tout d'un coup. Le combat, le militantisme, l'enracinement, la lucidité, la méfiance envers soi, l'absolu d'amour, la forme du paysage, les nuits des villes, le dépassement et les entêtements. Certes, il est question d'une production littéraire récente qui doit négocier son espace et sa réception, tout en valorisant une gamme de thématiques fort complexes dans l'imaginaire et dans le panorama culturel entier. Une littérature née sous le domaine d'une urgence, d'un besoin vital d'écriture mémorielle et identitaire, d'un refus d'un discours centralisé et notamment d'une conquête d'une parole libératrice pleine de promesses. L'essayiste et écrivain guadeloupéen Daniel Maximin s'épanche sur la dialectique maître-esclave à guise de plaidoyer pour la disparition de lectures binaires, creusant les différences et éveillant la haine. Il fait appel à un travail de libération et de désaliénation capable de briser la coupure bilatérale pour restaurer la plénitude d'une identité conçue comme dépassement des contradictions. Or, l'esclave libéré, les sujets auteurs des abolitions, comme plus tard les sujets de la décolonisation, les sujets décolonisés, est celui qui ne se pose plus en s'opposant, mais dont la liberté conquise a décentré les maîtres, a déplacé les lieux de la maîtrise hors du reflet imposé par le miroir déformant ou assimilant, sans postuler d'occuper la place libérée du maître. Il a subverti les cours dominants de la prison dialectique en devenant maître de sa parole et porteur de paroles libres. Par exemple, la parole poétique, ou musicale, ou conteuse, ou artistique, contestatrice par son essence de tous les discours dominateurs et réducteurs. À partir de la prémisse du fait littéraire comme démarche privilégiée de la décolonisation, nos réflexions ont l'intention de composer un panorama de l'horizon de la postcolonisation à partir de l'étude des dilemmes et des contextes de vie de chacune des femmes de la famille Lugandor. Leur rapport avec les mondes du travail, par exemple, se montre très révélateur de la hiérarchie toujours en vogue dans la postcolonisation entre le maître blanc et les noirs. La visibilité et les conquêtes sociales des ex-colons se heurtent à plusieurs reprises au sein du récit, à la reproduction de positions coloniales hiérarchisées et apparemment insurmontables. Tandis que la lignée de Français et de Becquet maintient les schémas de la vie active et de la production antillaise, les Noirs continuent soumis à des activités physiques exténuantes et dévalorisées, héritières de leur fallacieuse prédisposition à la subalternité. Dans cette perspective, Gayatri Spivak insiste sur le fait que si dans les contextes de la production coloniale, les sujets subalternes n'ont pas d'histoire et ne peuvent pas parler, les sujets subalternes féminins s'avèrent encore plus profondément dans l'obscurité. Ici, trajectoire renvoie à l'abolition de l'esclavage en 1946, époque de l'arrière-grand-mère Minerve, femme chanceuse que l'abolition de l'esclavage avait libérée d'un maître réputé pour ses caprices cruels. Minerve, la première femme de la lignée des Lugandor, représente la détresse des décolonisés abandonnés à leur propre sort après l'entreprise coloniale. Si d'un côté Minerve s'éloigne des yeux libidineux de maître dans les champs de canne à sucre, d'un autre côté, elle se voit lancée dans un limbe sans projet ni moyen de survivre. Le rêve de reconquérir son amour-propre et sa dignité semble périr devant la constatation d'une existence dévastée d'abord
par la soumission et ensuite par les manques de soutien et de perspective. Après l'abolition, Minerve avait erré, cherchant refuge loin de cette plantation de ses fantaisies, et elle s'arrêta à l'abandonner. Une vie austère s'impose par des êtres errants qui finissent par adopter l'abandonné comme espace miroitant leurs conditions de pénurie et de dépossession. D'après Tatiana Peter, Télumée est d'ailleurs parfaitement consciente qu'elle entreprend un combat perpétuel avec la vie qui est vouée à l'échec. Repartir à zéro, prendre ses bouts de force pour bâtir une cabane et fonder une famille dans un nouvel horizon. Voilà les épreuves de la brave Minerve et sa confrérie de déplacés. Malgré ses difficultés, elle possédait une foi inébranlable en la vie. Devant l'adversité, elle aimait dire que rien ni personne ne nuirait l'âme que Dieu avait choisie pour elle et disposée en son corps. Le courage de Minerve et sa capacité à se maintenir debout, malgré tous les infortunes, met en relief la détermination des ex-colons pour qui l'art de vivre présuppose la résistance, la persévérance et la débrouillardise quotidienne. La narratrice prêche à la fin du roman qu'il est nègre n'est pas une statue de sel qui dissolve les pluies. Phrase phare de la solidité des nègres et de leur acharnement journalier, en dépit de nombreuses intempéries qui l'accablent. Comme le souligne le titre du récit, des pluies et des vents font référence à tous les obstacles qui s'érigent dans les chemins des Antillais. Le nègre résiste pourtant. Ils apprennent à manœuvrer les incertitudes et les épreuves qui s'imposent, à la recherche de leur bonheur, de leur partie de soleil, comme dans la dédicace, qui leur est réservée. Toussine apprend à Télumée qu'il faut croire que quelque chose subsiste après le plus grand des malheurs. Devise de la résistance et de l'optimisme faisant appel au besoin de continuer, de mener la vie, de surmonter les difficultés à la recherche de son espace au monde et de la rédemption des malheurs et des souffrances. La force du matriarcat dans l'œuvre de Schwartz-Bart est mise en valeur par la critique canadienne Monique Bouchard, pour qui il ne s'agit pas pour les femmes de Simone Schwartz-Bart de se résigner, mais de mobiliser toute leur énergie pour résister. À l'égard du rapport des personnages au monde du travail, le travail agraire s'est présenté le salut possible à la vue désœuvrée et improvisée de Minerve qui fécondait vanille, récoltait café, sarclait, babanerait et rendigname, ce qui confirmait la vocation rurale de l'économie en Guadeloupe. Manier la terre était l'héritage laissé aux générations plus jeunes. Toussine, dès la tendre adolescence, aimait à se rendre utile, balayait, aidait à la cueillette des fruits, épluchait les racines. Le travail rural scindait en profondeur la vie active des Noirs et des Blancs. Symbole d'une exploration inoubliable, la terre incarnait toutes les ambiguïtés d'une mémoire effrayante du fait colonial et d'une promesse de survie dans la décolonisation. Elle mettait en scène les contradictions du rapport à la nature et à l'espace. Toussine expliquait à sa petite fille Télumée que les nègres suent tellement que les femmes des Blancs en sont fatiguées rien qu'à voir la sueur. La narratrice se rend compte néanmoins qu'à mesure que notre sueur pénétrait cette terre, elle devenait nôtre, se mettait à l'odeur de nos corps, de notre fumée et de notre manger. Désormais, la terre s'est montrée au service des besoins des nègres et semblait finalement maîtrisée. L'espace de souffrance et d'humiliation du passé est devenu promesse d'autonomie et de liberté. De nouveaux horizons s'esquissaient dans la routine en Guadeloupe après l'entreprise coloniale et la traite de l'esclavage.
Daniel Maximin reconnaît le rapport avec la terre comme pilier identitaire insurmontable chez les décolonisés. L'esclave qui fait pousser la canne, fructifier la fertilité, devient l'enfant naturel de la terre, qu'il fait sienne par l'acte de récolte, dépossédant le maître qui détient pourtant tous les titres de propriété. Sa fonction le rend serviteur de la terre autant qu'esclave du maître, ce qui permettra la genèse d'une paysannerie insulaire une fois l'esclavage disparu, même au profit d'un nouvel ordre colonial, toujours fondé sur l'agriculture et la surexploitation des travailleurs, mais qui fera de l'ouvrier agricole, en l'absence de la classe ouvrière urbaine, les signes de l'enracinement légitime. Il est colporteur de révoltes et des combats politiques pour l'égalité à suivre après la victoire des ancêtres esclaves pour la liberté. Les traumas de l'esclavage et du travail en plantation de canne à sucre n'arrêtent pas de hanter les personnages tel un mauvais sort qu'il faut impérativement traîner derrière soi. Télumé avoue qu'au milieu de piquants de la canne, c'est là qu'un nègre doit se trouver. Voilà la malédiction qui guette en permanence les décolonisés qui doivent affronter les piquants, les blessures et les cauchemars du passé pour faire suivre le travail de récolte de la canne, symbole de l'économie nationale. Elle fait référence à la canne comme sa seconde peau et regrette se voir obligée de travailler la canne dans les périodes hors saison de sa culture de subsistance. La beauté du discours romanesque et la conviction de la recherche d'un lieu au soleil éclipsent la violence du travail agraire, comme l'affirme cet extrait fort poétique. Et j'ai compris enfin ce qu'est un nègre, ce qu'est le nègre, vin et voile à la fois, tambourier et danseur en même temps, feinteur de première, s'efforçant de récolter par plein panier cette douceur qui tombe du ciel, par endroits. Et la douceur qui ne tombe pas sur lui, il la forge. Il sait au moins ce qu'il possède, s'il n'a rien. Les destins des personnages Minerve, Toussine et Télumé se rapprochent par les biais de la canne à sucre et des plantations. Victoire, fille de Toussine, mère de la protagoniste, était lavandière. Même si les personnages figurent de manière très timide dans les romans, la mère abandonne la fille à cause d'un homme, d'un amoureux, il est de manière emblématique associé au bonheur. Victoire chantait comme une pie heureuse et vociférait que mieux vaut faire envie que pitié. La réserve à Victoire s'impose. Les Lougandors ont toujours aimé survoler. Ils s'accrochaient des ailes et ils saisissaient. Et Victoire n'est même pas encore à sa vraie hauteur. Victoire, comme son prénom le suggère, incarne une femme moins engagée et plus réussie. Tête à la lune, heureuse et disponible, elle n'hésite guère à abandonner la famille et les obligations pour vivre des coups de foudre. Très tournée vers elle-même, égoïste, voire aliénée, Victoire semble régner la force matriarcale qui tisse des liens dans les lignées des Lougandors. Les très brefs espaces qui lui est accordé au sein du roman met à nu sa petitesse aux yeux de la fille reniée. Télumé vendait des cacahuètes dans les parvis de l'église, a travaillé dans une buvette avant de rendre des services comme domestique chez une famille blanche. Dans cette expérience fort traumatisante, Télumé, à l'âge de 16 ans, a secoué la poussière de blanc. Télumé raconte son expérience. J'étais maintenant entouré d'yeux métalliques, perçants, lointains sous lesquels je n'existais pas. J'étais une petite pierre. Tiraillé entre sa dépendance économique et les humiliations constantes, Télumé tombe malade, perd sa dignité. Des commentaires acides marqués par de préjugés se multiplient dans les récits. Ne la complimente pas trop, disait madame à son époux. Elle s'appliquera moins la prochaine fois, tu verras. Vous vous vautrez dans la fange, vous riez.
Les convives semblaient à l'afflux du moindre manquement dans les services. Si un plat n'était pas posé avec toute la douceur requise, si une assiette en verre ne venait pas du bon côté, ils y voyaient une sorte de confirmation de leurs idées sur le nègre. Certes, le travail comme femme de ménage a pris le relais du travail esclavagiste dans les plantations de canne à sucre, comme espace d'effacement de la subjectivité et comme maintien dans un statu quo. Toutes sortes de harcèlement moral et sexuel, de menaces, d'oppression, gagnent vie entre les murs des maisons des béquets. Tandis que les Blancs habitaient à Bellefeuille, les nègres vivaient à Fond-Zombie. Le maintien d'une société fondée dans une division d'ordre semblait à l'ordre du jour. Si l'adage largement répandu que les Noirs et les Blancs ne regardaient pas du même côté de la vie demeure de difficiles contestations, il est venu les moments littéraires, identitaires et culturels de démystifier cette dichotomie très profonde qui creuse les espaces identitaires de blanc et noir. Dans les mots du sociologue brésilien Gilberto Freire, dans son étude sur la formation de l'identité brésilienne, il est temps de mettre à terre la prémisse que les Blancs doivent impérativement occuper la grande maison et que les nègres doivent se réjouir d'avoir à leur disposition la précarité de leur esclaverie. Il est temps de dépasser ces clivages réducteurs qui ne coïncident point avec les changements issus de la décolonisation et de la possibilité d'inversion de tout type de rôle et de fonctions figées et déterminées préalablement. Ici, j'ai mis des images. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, que c'est un ouvrage classique de la formation identitaire et culturelle brésilienne. Ça s'appelle Casa Grande e Senzala, en portugais. Casa Grande, ce serait la grande maison. Et Senzala, c'est l'esclaverie où les esclaves habitent, dorment et sont châtiés. Bon. Et en français, la traduction, elle a pris un maître esclave qui n'est pas exactement l'idée. L'idée brésilienne, elle est plutôt centrée sur les espaces que ces personnes occupent. Mais la traduction, elle a mis en relief seulement le personne. Voilà. Frantz Fanon fait un témoignage assez touchant sur l'état d'esprit d'un nègre dans les domaines coloniaux. Il met en évidence le besoin urgent de ressignifier les traumas du fait colonial. Je cite Fanon. « Je commence à souffrir de ne pas être un blanc, dans la mesure où l'homme blanc m'impose une discrimination, fait de moi un colonisé, m'extorque toute valeur, toute originalité, me dit que je parasite le monde, qu'il faut que je me mette le plus rapidement possible au pas du monde blanc. Il dénonce que l'archétype de valeur inférieure est représenté par le nègre. La narratrice Thelumia Miracle, imprégnée du projet de révision du fait colonial, proclame que la terre perdue de Guadeloupe avait tant besoin d'être aimée. Et bien entendu, cet amour n'aura lieu que dans un travail minutieux de réécriture affective de l'entreprise coloniale et de la décolonisation. Dans son autobiographie, Thelumia nous offre des passages très lyriques à propos de ces procédés de révision du passé, en illustrant son récit avec des formules défiantes comme la suivante. « J'ai assez aidé les hommes à souffrir. Il faut maintenant que je les aide à vivre. Voici les témoignages de résilience de la paysanne. Je vois que nous avons reçu comme don du ciel d'avoir eu la tête plongée, maintenue dans l'eau trouble du mépris, de la cruauté, de la mesquinerie et de la délation. Mais je vois que nous ne nous y sommes pas noyés. Nous avons lutté pour renaître et nous avons appelé résolus les plus bels arbres de nos forêts, le plus solide, le plus recherché, et celui qu'on abat le plus. » Pour conclure, les chapitres finaux du récit mettent en évidence les parcours mémoriels et identitaires accomplis par les travaux littéraires.
Grâce à la tessiture romanesque, Schwarz-Bart a permis à sa narratrice Tellumé de répertorier de manière sensible et touchante les horizons de la décolonisation tout au long des 4 générations de sa famille. Il était question de valoriser les métamorphoses entreprises par des femmes dont les trajectoires s'imbriquaient au bouleversement du territoire et de la communauté. En dépit des tourmentes évoquées à plusieurs reprises dans les romans, le message de clôture demeure celui de la supération, de la résistance, de la capacité à se réinventer et à forger peau neuve pour surmonter toutes les adversités. Dans les mots de Noël Carugi, l'imaginaire, s'il ne permet pas de remonter les cours de l'histoire, peut du moins rétablir l'essence des valeurs et renverser l'échelle des jugements mis en place par les colonisateurs. L'horizon de la colonisation s'avère un horizon de remise en question de la période coloniale, de reconstruction de la dignité, de prise de parole et de revendication d'un protagonisme au sein de l'histoire. Voilà Tellumé miracle dans son jardin, un peu avant la fin de son odyssée et de sa disparition. L'histoire de sa vie, titre du 2e et dernier volet de l'ouvrage, a été finalement passé au propre. Et je termine avec cette citation. Je reste sur mon petit banc à revoir toutes les averses qui m'ont trempé, et les vents ne sont rien si une petite étoile s'élève pour vous dans le ciel. Et puis une seconde, une troisième, ainsi que l'advint pour moi, qui a bien failli ravir tout le bonheur de la terre. Merci. Écoutez, je vous remercie bien toutes les deux de nous avoir présenté 2 contre-épopées antillaises, pour reprendre le titre de cette session. L'une qui procède de Glisson et qui va vers une interrogation de la littérature, et l'autre qui procède de Simone Schwarz-Bart qui va du côté de la réécriture. Alors, si j'avais à résumer d'un mot ce que je pense avoir compris de vos 2 excellentes interventions, je dirais que Cécile Chapon nous a présenté la défense de ce que je vais appeler l'empirique contre l'empire, et vous nous avez présenté la certitude du bonheur contre le malheur. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous nous avez proposé comme modalité justement de construction de contre-épopée. Je dirais peut-être sous forme de provocation que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de certitude de la fiction chez Simone Schwarz-Bart, et qu'il y a comme une sorte d'incertitude de la fiction chez Édouard Glissant. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Enfin, vous avez la parole je monopolise. Hein. Voilà. Est-ce que je peux formuler les choses comme ça? C'est parce que je voudrais raccrocher absolument à ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la fiction. Hein. Incertitude de la fiction et certitude de la valeur de l'imaginaire en même temps. C'est incertitude de la fiction parce que le romancier se met en scène lui-même à l'intérieur de son roman et construit à la fois comme inclut ses documents et travaille sur le documentaire aussi et renonce en partie à la narration linéaire, c'est certain. Et en même temps, il s'ancre vraiment dans le monde réel par l'imaginaire. Donc c'est ambivalent chez Glissant. Moi, je pense que chez Simone Schwarz-Bart, c'est plutôt l'espoir. J'imagine qu'elle a fini en 2015 ce qu'elle appelait les cycles antillais. Elle a publié très peu, Simone, elle n'a fait que 4 ouvrages. Et la dernière, la plus récente, est sortie en 2015, ça s'appelle L'ancêtre en solitude. Et dans la présentation de L'ancêtre en solitude, elle dit qu'elle a terminé son cycle entier. Ça veut dire qu'elle a passé au propre les parcours de construction de l'identité, de remise en question, de remise en place. Je pense qu'elle a bouclé un projet. Et bien sûr que cet ouvrage, dans mon opinion, il est les plus ensoleillés, si je peux prendre la métaphore. Il a d'autres ouvrages qui sont plus austères, comme par exemple
le plat de porc aux bananes vertes qu'elle a écrit avec son mari André Schwarzbart. C'est très hermétique. C'est une femme mariotte qui est dans un asile et qui remémore sa Guadeloupe natale, qui pense, et ça va passer beaucoup par le manque de la gastronomie locale, du paysage local. Donc là, je pense que c'est plus ensoleillé, mais c'est pas on ne peut pas dire que c'est dans tout son ouvrage. Vous avez la parole. Xavier. Oui, merci à toutes les deux. J'aurais une question sur la question sur Glissant, sur l'exposé sur les Basuto et la question du lieu. Moi, je m'intéresse aux approches un peu géocritiques, et puis les lieux, le Glissant a tellement écrit sur cette importance du lieu. Enfin, tout part de savoir ce que c'est qu'un lieu, l'expérience du lieu. Et à un moment, vous avez pris vos distances en disant, voilà, le lieu dont il parle, alors le lieu utopique, ce lieu enveloppé aussi, qui permet, n'a rien d'un non-lieu. Alors, je pense que le non-lieu, j'imagine que c'est Marc Auger, enfin, vous rattachez à ça. Oui. En fait, plus qu'à Marc Auger, c'était juste utopie non-lieu. Enfin, c'était un jeu de mots sur l'utopie qui, a priori, n'est pas situé, enfin, qui se situe dans un lieu hors du monde où, et là, c'est pas le cas. Donc, c'était vraiment plus un jeu sur le mot d'utopie que sur la définition du non-lieu de Marc Auger. D'accord. Voilà. Bon, alors du coup, ma question. Désolée, Développe pas ma question. C'était un mauvais jeu de mots d'archaïsante, d'antiquisante. mais si. Enfin, quand même, ça peut. Non, parce que du coup, j'introduis une notion supplémentaire. Mais enfin, ceci dit, quand même, oui, pour aller plus loin, enfin, disons, pour discuter sur ce mode d'existence d'un lieu, parce que finalement, dans la citation, là, j'avais noté, mais je ne sais plus si je vais la retrouver. Sur la mare. D'ailleurs, c'est une des choses, enfin, je ne veux pas dire que Glissant a des faiblesses, mais dans la façon dont on travaille avec Glissant, dont il y a un lyrisme glissantien, qui est un peu un piège pour les lecteurs de Glissant, parce qu'il nous emporte, et du coup, on a du mal donc c'est la citation sur la mare de la mare de d'Ono, ouais. qui se termine par ce lieu qui capte tous les tremblements du monde. Enfin, donc voilà un lyrisme qui fait de ce lieu une espèce d'espace, alors enveloppé mais mystique, qui prête donc une sorte de mystique du lieu, on va dire, qui peut nous enfumer un peu si on le prend comme ça, quoi. Et alors que si on pense ce lieu effectivement à partir duquel le monde vient converger, et à partir duquel on peut apporter une réponse aussi à un certain mode de globalisation, avec ce que, de façon très pessimiste, Marc Auger dit comme étant le non-lieu, c'est-à-dire il y a un mode de lecture de Glissant que je trouve intéressant. C'est-à-dire que chez Marc Auger, le non-lieu, c'est des couloirs d'aéroport, des bretelles d'autoroute, des endroits où non identitaires, non historiques, non relationnels, où rien peut se construire, donc des espèces d'espaces, mais qui sont complètement connectés à un mode technique de globalisation, et qui sont des espaces aussi en même temps invisibles, de lieux de passage. Donc il y a une espèce de substrat, d'infrastructure assez concrète, qui peut bien se superposer avec le lyrisme de Glissant, quoi, et le fait d'essayer de rapprocher les deux. Ça peut être intéressant parce que Glissant, il y a un optimiste, c'est aussi un écrivain de l'espoir. Et en même temps, Marc Auger, c'est un ouvrage qui est assez terriblement pessimiste dans son ouvrage, ce qu'il dit sur le non-lieu. Et rapprocher les deux, se dire comment on peut les penser ensemble, ça permet de... Voilà. Une juste mesure. Ça ne répond pas à votre question puisque c'était introduit un terme. Mais non, mais oui, pour la question de la tentation, du risque mystique qui, au fond, invaliderait un petit peu sa construction des Batuto comme insaisissable, invisible, oui, mais il y a quand même ce lieu, effectivement, qui représente ou qui tremble de tous les tremblements du monde. Il y a le mot d'Héléné, qui est quand même le support qui est censé représenter le lieu où toutes les humanités convergeront. Donc, qui peut devenir justement, ça peut devenir un nom mystique qui ne correspond plus à un lieu, un vrai lieu. Donc c'est un risque. Et le terme d'Héléné est, à mon sens, ce qui invalide un tout petit peu le projet sur les Batuto et le travail sur l'invisibilité, parce que on rejoue en fait une sorte de mystique future avec
Mais pour ce qui est du lieu, je pense que ce que Marc Auger appelle les non-lieux, Glissant arriverait à ne pas les appeler les non-lieux, mais des lieux communs, par exemple, c'est-à-dire des lieux où, que tout le monde partage et qui tirent leur signification de presque rien, et qui sont dénigrés en général. Les lieux communs, c'est quelque chose qui, a priori, n'apporte aucune connaissance, alors que lui reprend ce terme pour le resémantiser de façon plus positive. Après, cela étant, les lieux dont parle Marc Auger, les couloirs d'aéroport, les couloirs du métro ou autres, ne sont pas du tout des lieux qui sont travaillés par Glissant, par contre, dans son écriture. L'urbanité moderne est paradoxalement quelque chose qui est pratiquement totalement absent de ces constructions. Ces lieux sont toujours des lieux naturels, jamais des lieux urbains. Ça pourrait être une hypothèse de lecture critique, un peu par de dire, voilà, est-ce que ça fonctionnerait, cette loger sur ces lieux naturels, effectivement. Je ne sais pas si je partagerai votre opinion sur l'absence de l'urbanité chez Glissant. Je ne suis pas sûr, mais bon. Mais Je suis pas sûr. Surtout quand il parle de l'Italie, par exemple. Oui, mais il parle de Cinque Terre, ça reste une urbanité relative. Par exemple. Mais c'est... Non, c'est... Je profite que le micro passe par moi pour le rappeler. En fait, j'aurais une question aussi pour Cécile, qui rebondirait à la fois sur la remarque de Romuald et sur ce que Xavier a pu dire tout à l'heure autour de la crédibilité des récits. Justement, la fiction dans les textes littéraires en tout cas ceux qu'on étudie, s'oppose peut-être au storytelling dans la mesure où ce sont des récits qui s'affichent comme ne disant pas quelque chose de vrai, qui d'une certaine manière, en ne disant pas quelque chose de vrai, disent quand même de manière biaisée quelque chose du réel. Alors que justement, à l'inverse, les récits du storytelling sont des récits qui se présentent, en tout cas ceux qu'étudie Salmon, comme des récits vrais, c'est-à-dire des récits de vie, des récits d'expérience, des anecdotes dans l'entreprise, etc. À chaque fois, c'est du récit, mais qui se donne à lire comme quelque chose de vrai, où les histoires politiques, tout ce qui était autour de la rhétorique de Bush Junior sur voilà, ça c'est une histoire américaine, et c'est celle de mon ministre, donc c'était vrai, d'autant plus que le ministre était juste à côté, donc on pouvait le voir, alors que justement, là, les récits dont il est question, cette incertitude de la fiction, c'est le fait que la fiction apparaît comme se montrant comme fausse. Enfin, tout ce que je vous raconte n'est pas vrai, et justement, c'est pour ça que vous pouvez y voir des choses qui sont réelles. Oui, en fait, je pensais que tu allais conclure d'une autre manière en disant qu'il reprend des personnages dans son roman qui sont des personnages, une partie des personnages qui sont des personnages historiques et dont il reconstruit l'histoire à sa manière et de façon tout à fait libre. Donc il met en même temps, et on ne sait jamais si ce sont des vrais personnages ou pas. Par exemple, Anka, la jeune femme de Roumanie, j'imagine, enfin je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que c'est quelqu'un qu'il a rencontré en Martinique et qui lui a raconté son histoire. Et dans Tout le monde, c'est exactement le même processus où il mêle complètement des personnages qu'il a créés, recréés dans ses romans précédents, et puis tous ses amis dont il raconte l'histoire ou qui lui ont raconté des histoires, etc. Donc il y a ce petit décrochage-là, on ne sait jamais s'il raconte une histoire vraie, entre guillemets, ou si c'est quelque chose qu'il a inventé. Et après, c'est vrai qu'ici, le doute reste quand même permanent dans le roman de savoir si ce peuple existe ou pas. La possibilité de son existence est quand même posée. C'est pas seulement posée comme une invention et comme quelque chose du coup de forcément faux qui sert à relire l'histoire du passé. Toutes leurs histoires sont du coup documentées précisément et les époques, etc., les différentes traites qui sont abordées. Donc, c'est pas la question de la fausseté ou de la véracité est peut-être posée d'une autre manière, il me semble, dans le roman, et rejoint cette question de soit histoire... en fait, les histoires documentaires et documentées par
avec des personnages historiques et les histoires complètement inventées ont exactement le même statut. Il n'y a pas de différence dans la fiction. Donc, ce qui compte au fond, c'est l'élan à mon avis, de l'imaginaire du conteur qui réunit toutes ces histoires et qui les fait se croiser de manière complètement, effectivement, improbable, comme Sartorius qui croise le Arakello sur le navire pour aller aux États-Unis, et puis Sartorius qui fait référence à Faulkner. Bon. Effectivement, cette espèce de jeu, en plus, sur les noms, sur les références intersexuelles à travers les noms, complique encore un peu la donne, mais... Très ponctuellement, en fait, au fond, quel statut vous lui donnez à la référence à Faulkner ? Parce que, est-ce que dans cette entreprise de décentrement de la modernité, Faulkner incarne cette modernité par rapport à laquelle il faut se décentrer ou bien alors, voilà, quel est le statut de Faulkner ? Parce que non, Faulkner, pour le coup, je pense pas qu'il soit du côté des méchants, du côté du storytelling de la modernité, parce que par ailleurs, lui a consacré un travail entier, et c'est l'un de ses auteurs privilégiés qu'il cite systématiquement et qu'il réutilise systématiquement. Donc c'est un intertexte qui a la même valeur que celui de St. John Perse, par exemple, ou d'autres. Mais je pense que ce qui l'intéresse dans la relation à Faulkner ici, outre le petit jeu qui reste un jeu onomastique quand même... non, mais il y a beaucoup plus que ça, parce que je veux dire, le lieu, tout ça, enfin je veux dire... Oui, non, mais bien sûr, le travail... elle est bien plus... Mais je pense que c'est justement la question de l'invisibilité qui l'intéresse chez Faulkner, parce que la manière dont il a travaillé dans Faulkner Mississippi, pour montrer que Faulkner a saisi quelque chose, en n'arrivant pas à le saisir, mais a saisi quelque chose de cette population noire du sud des États-Unis qu'il représente dans une espèce d'extériorité pure et qu'il peine à représenter. Et je pense que c'est là que se joue la référence, même si en l'occurrence la référence intertextuelle intervient sur un personnage allemand, pas sur un personnage qui vient d'Afrique, mais qui... Enfin, du coup, à mon avis, c'est plus sur ce thème de l'invisibilité, de la question de la représentation, comment est-ce qu'on représente l'autre, que la référence intervient ici. Mais je sais pas. En même temps, dans Faulkner Mississippi, justement, il y a quand même vraiment toute une réflexion sur l'épopée et sur Faulkner comme inventeur d'une épopée qui, si je me souviens bien, laisserait épars le dissolu, etc. Et une des questions que je me posais en vous écoutant, du coup, c'est est-ce que le modèle épique qui est déconstruit n'est pas un modèle épique c'est le modèle épique tel que Faulkner le lit lui-même, qui est un modèle en fait très occidental, quoi. Très le modèle que décrit Bakhtin, justement. Donc, est-ce que l'épopée et le récit généalogique dominant qu'il déconstruit n'est pas une épopée en fait occidentale? Ouais, enfin dans tous les travaux, je pense aux travaux d'Inès Casalas par exemple sur la contre-épopée, justement il y a une certaine ouverture qu'on voit pas du tout dans les travaux de Glissant. Oui. Quand il parle de l'épopée dans Faulkner Mississippi et puis dans les entretiens de Bâton Rouge aussi, il donne effectivement une conception de l'épopée qui est hegélienne, quoi, donc assez figée. Et en même temps, du coup, il appelle à renouveler le genre de l'épopée pour chanter ce qu'il appelle la communauté monde dans Faulkner Mississippi. Donc effectivement, il se place par rapport à une vision de l'épopée qui est elle-même en partie figée. D'un autre côté, dans l'exemple que j'avais cité, en l'occurrence, il citait une épopée africaine qui a été reprise ensuite de façon un petit peu hollywoodienne par une série, Chaka. Et ce qui l'intéressait du coup, c'était plus finalement ce médium de la série télévisée que je n'ai pas retrouvé. J'en ai trouvé une sud-africaine mais pas américaine qui cite. C'est l'aspect spectaculaire fixe du grand récit qui est interprétable immédiatement et qui fixe quelque chose. Effectivement, il garde du coup une vision assez figée de l'épopée, et en même temps dans son travail il fait exactement ce que Inès Casalas ou Delphine Rumeau travaillent sur surtout en fait
son nom m'échappe, mais sur l'aspect politique de l'épopée, en prenant des personnages, en les menant jusqu'au bout et en voyant s'ils ne peuvent pas proposer une autre version du politique. Bon, ben là, c'est un petit peu ce qu'il fait avec toutes ces errances, qui propose une autre version de la mondialité. Bon. Et donc, il est épique malgré lui, de toute façon. Mais oui, effectivement, il se place par rapport à même quand il parle de l'universel et de l'un, je veux dire, il donne un récit de l'Europe qui est lui-même schématique, enfin, qu'il schématise volontairement pour pouvoir lui opposer autre chose. Mais... Une remarque en fait pour faire un lien comme ça entre les communications de la journée sur ce que tu as dit à la fin de ta communication, à savoir que Glissant renverse une sorte de paradigme du réalisme, c'est-à-dire le storytelling dit qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire accepter les discours du storytelling, il dit finalement les vrais le peuple réel, ça dépasse ces gens, ces auditeurs, ces croyants des récits des dominants, disons, sont finalement virtuels, n'existent pas. Et je me demande si le contre-récit, dans ces conditions, serait pas finalement un récit qui est animé par une visée réaliste d'un autre type, enfin, une visée vers la réalité. Ça passe par le fait de se reconnaître fictionnel, et dont l'idée est de rendre sensible le corps, c'est-à-dire ce que les récits du dominant font au corps, ce que disait Xavier par exemple sur la violence comme vérité masquée du storytelling, et donc rendre sensible la douleur en fait. Et c'est valable aussi pour ce qui a été dit à propos de la voix. La voix, c'est vraiment du langage qui est donné par le corps, à travers le corps. Et donc il s'agit de rendre sensible une singularité dans le monde, dans la réalité physique, affectée douloureusement, et d'autant plus douloureusement lorsqu'il s'agit de questions de genre, de colonialité, etc. Contre un discours lisse qu'on peut appeler storytelling, et qui nie finalement, qui pose une espèce d'universalité heureuse et lisse en fait, un peu sans corps, désincarnée. Une suggestion. Vous avez tous très soif. Alors, il me reste à vous. Il y avait une question. Oui. Comme ça, ne sera pas frustré, Vanessa. Non, mais je ne suis pas frustrée. Juste je suis contente de la question. Essayer de construire un petit peu un écho entre vos deux communications. Je me demandais si au-delà, et donc ça rejoindra en fait finalement ce que tu as dit pour donner un ton un peu plus optimiste pour terminer la journée aussi, au-delà du contre-récit s'opposant au récit de la modernité occidentale, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement que par cet élan optimiste qui finalement parcourt dans une certaine mesure l'œuvre de Schwarzbach, en particulier Pluévent sur Tes Lumes et Miracles, et puis Sartori, je ne sais pas, que je ne connais pas ce texte, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est aussi un contre-récit à une certaine littérature postmoderne, désabusée finalement, et que cet élan optimiste qui est désavoué par bon nombre d'intellectuels occidentaux, finalement, vos auteurs le remettent en question, sont parcourus par quelque chose de, je ne sais pas si c'est constructif, mais qui va vers l'avant en tout cas. Bon. En fait, Simone, elle écrivait avec son mari André, et les premiers livres de son mari, qu'elle n'a pas signé mais qu'elle a participé, ça parlait d'un personnage historique de la Guadeloupe, qui c'est la solitude, qui c'est l'esclave qui a failli être assassinée enceinte, et qui est devenu un symbole. Il y a une statue de solitude bien au centre de la Guadeloupe. Ça veut dire qu'elle a toujours essayé de faire des romans historiques. Elle a commencé par ses billets. Après, elle a passé à des récits très touchants, dont il s'agit de femmes, toujours de femmes. Elle valorise beaucoup les matriarcats, qui est l'organisation familiale en Guadeloupe, et de récits de femmes
toujours centré sur la mémoire des lieux, sur le rapport à l'esclavage, sur les familles, les lignées de famille. Ça veut dire elle s'est toujours centrée sur ce qu'on appelle en portugais la couleur locale. On parle beaucoup de couleur locale dans la théorie brésilienne. Elle a écrit aussi un roman, Tijan, qui c'est une figure un peu du folklore, n'est-ce pas? Elle parle aussi de la diablesse, que c'est une autre figure du folklore. Ça veut dire que ce sont des récits très centrés sur le besoin d'écrire, de forger une littérature locale. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que je pense que je n'ai pas d'autres moyens aussi pour vous répondre, mais voilà, c'est ce qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, elle explique son parcours comme cycle entier. Elle a voulu faire un parcours et essayer de répertorier des personnages, le folklore, même les espaces. C'est très normal de voir des traductions de Schwarzbart avec des glossaires, parce qu'il y a un tas de mots d'arbres, d'allemands et d'animaux, tout ça qui est vraiment... Ça fait partie de son objectif. Voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, et non seulement d'accord, mais je pense que cet optimisme, c'est quelque chose qu'on lui a reproché aussi, surtout dans la deuxième partie de son œuvre, parce qu'au début, c'est loin d'être le cas. Mais moi, personnellement, je ne lui reprocherai pas. Et cette question du récit désabusé, de la modernité, etc., effectivement, il se pose complètement en faux contre ça, sans pour autant donner cette version un petit peu, j'ai dit bisounours, qu'on lui plaque parfois Parce que, bon, par exemple, dans Sartorius, il parle quand même de génocide, il parle de beaucoup de souffrance, sans peut-être travailler assez sur le corps, pour le coup, sur la souffrance explicite, matérielle, mais il l'évoque. Et ça fait partie de sa construction. Mais ce qui l'oppose aussi à la postmodernité, à mon sens, c'est, même s'il fragmente ses récits de plus en plus et qu'il explose la structure narrative, il essaye de concevoir tout à la fois. Alors que la postmodernité a complètement renoncé à ça, a renoncé à donner une vision holiste du monde, parce que justement ça correspond à cet universel qu'on a refusé, etc. Bon, lui, il le prend d'un autre biais, mais il essaye de se confronter à tout le monde et pas seulement, disons, à l'exiguïté de notre chambre parisienne. Voilà, de notre récit personnel. Bon, on arrête là? Oui, alors donc, merci à tous, et puis je vous invite donc à avoir